Mike Aldébaran est bien connu des lecteurs de la Gazette de Rennes-le-Château, puisqu'il y réalise de nombreuses interviews. Il est également programmateur radio et présente d'autres conférences, et notamment celle en rapport avec les dirigeables fantômes de 1897, qu'il présentera à Rennes-le-Château le 12 août à 16 h à la salle de la Capitelle. La publicité est gratuite, bien évidemment. Exactement. Il possède également deux chaînes YouTube, une à son nom, donc Mike Aldébaran, et également une autre, les Tablettes d'Émeraude. On peut dire que Mike est plongé tout petit dans l'ésotérisme, de par son grand-père Guithieu et son père Christian, le druide Garanos. C'est littéralement une passion et une implication familiale. Quant à son sujet du jour, les veilleurs néo-templiers, il se nourrit à l'aune de l'arbre familial. Il débute un peu après la Deuxième Guerre mondiale et se termine à notre époque. Alors Mike, où sont ces veilleurs? Bonne conférence. Eh bien, merci. Merci, Johan, pour l'introduction de la Gazette de Rennes-le-Château. Alors, revenons dans un temps hors du temps, à l'époque de l'ordre du Temple. Au tout début, commence Pape Clément, chevalier Guillaume de Nogaret, roi Philippe. Il y a une phrase donc qui est citée. « Avant un an, je vous cite, à apparaître au tribunal de Dieu pour y recevoir votre juste châtiment. Maudits, maudits, vous serez tous maudits jusqu'à la 13e génération de vos races. » Cette parole, rapportée par le chroniqueur Godefroy de Paris, fut prononcée le 18 mars 1314 par le dénégat maître des Templiers, Jacques de Molay, supplicié sur le bûcher de l'îlot des Juifs avec le précepteur de Normandie, Geoffroy de Charnay. Cet îlot, à la pointe de l'île de la Cité, devait son nom aux nombreux juifs qu'on y avait fait brûler. Réunis à un second îlot, il forme aujourd'hui le square du Vert-Galant. Le 20 avril 1314, Clément V meurt d'une affection intestinale. Le 29 novembre, Philippe le Bel meurt au cours d'une chasse au sanglier, jeté bas de son cheval. Entre-temps, Guillaume de Nogaret est mort dans des conditions étranges. Guillaume de Paris, grand inquisiteur de France, est poignardé. Les deux principaux témoins de l'accusation, Gérard de Laverna et Bernard Palais, sont pendus. Quelques jours après la mort de Jacques de Molay, les toits du palais royal sont recouverts d'une véritable nuée de corbeaux, comme un présage de malheur, un signe de deuil. Fait historique qui remplira les Parisiens de terreur et qui troublera sans doute les nuits de Philippe le Bel jusqu'à sa mort. Faute de documents, l'histoire n'a jamais élucidé le problème de la disparition de tous les Templiers de France. Si une partie de leurs biens, par ordre du pape, passa à l'ordre hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, eh bien, il y a quand même peu de documents. On peut voir que leurs trésors n'ont jamais été retrouvés. Peut-être à certains endroits, ou peut-être pas. Donc, faute de ces documents, certains Templiers sont vraisemblablement passés dans des ordres religieux étrangers. Le Portugal avait refusé d'obéir au pape. L'ordre put y survivre, prenant le nom de Milice du Christ. Hasard, au XVe siècle, les voiles des navires portugais arboraient la croix patée templière. En 1319, l'ordre du Christ, Tomar, au Portugal, on voit qu'il y a un lien. En France, son seul héritier officiel est l'ordre des Hospitaliers, qui a duré jusqu'à nous, c'est l'ordre de Malte. L'ordre souverain, militaire et hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, Rhodes et Malte, l'Italie. Il y a des légendes donc invérifiables qui assurent que le Temple, devenu société secrète après sa dissolution officielle, aurait été à l'origine de la franc-maçonnerie. On raconte même que le 21 janvier 1793, lorsque la tête de Louis XVI roula dans le panier, un cri sortit de la foule « Jacques de Molay, tu es vengé ». Faut-il rappeler que toutes les structures templières ou rosicruciennes de la maçonnerie moderne sont de pure fabrication on va dire, du XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, sans sédimentation d'apport antérieur véhiculé à la fin du Moyen-Âge, à l'époque napoléonienne. La fable de la filiation templière de la franc-maçonnerie a eu une influence considérable sur nombre de jugements contemporains portés sur l'ordre des Templiers.
On pense à Voltaire, Condorcet, l'abbé Baruel, Gérard de Nerval, Michelet. Des libres penseurs ont innocenté les Templiers pour pouvoir mieux salir la papauté. Nombre de catholiques ont reporté sur les francs-maçons la haine qu'ils destinaient aux Templiers. Il est toutefois intéressant de souligner que l'étude du Temple est devenue pour certains un sujet de polémique plutôt qu'un sujet d'histoire. Les continuateurs de l'ordre des Templiers fournissent tout de même une note intéressante sur l'exploitation et la vitalité de la légende templière. Alors au XIXe et XXe siècle, il y a bon nombre d'ordres qui se réfèrent plus ou moins sérieusement aux temples qui ont été créés. La plupart quand même sont purement intéressés, sont parfois des repères, on va dire, d'hommes d'affaires, de gens influents à la recherche, ce qui pourrait les différencier quand même du reste de la population, en faire une sorte d'élite. Alors, sous couvert d'ésotérisme chrétien, dans le meilleur des cas, ils sont initiés à des mystères pour des sommes, on va dire, relativement substantielles. Ces ordres sont tous à la recherche d'une filiation qui leur donnerait une garantie de sérieux. Aujourd'hui, les associations inspirées de l'ordre du Temple sont devenues légion, on peut dire qu'il y a une centaine dans le monde. Bon nombre de ces ordres n'ont hérité des Templiers seulement parfois pour le don pour la finance. Quelques légendes quant à la survivance du Temple. Alors nous reprenons ici 4 des principales légendes qui entourent donc, la survivance de l'ordre du Temple après sa dissolution en 1314. Alors il y a l'affiliation de Beaujeu. Selon un certain document, Jacques de Molay, quelques jours avant sa mort, confia la tâche à François de Beaujeu, qui n'était un membre de l'ordre, de récupérer un écrin de cristal. De Molay aurait initié Beaujeu, lui aurait confié donc l'assurance, la mission d'assurer la survie du Temple. Quant à Jacques de Molay mourut, Beaujeu réunit 9 chevaliers de l'ordre rescapé de la rafle et ils auraient juré de maintenir l'ordre en vie. Deuxièmement, il y a l'affiliation d'Aumont. Au soir du 18 mars 1314, Aumont et 7 autres chevaliers auraient récupéré les sangs de Jacques de Molay et crié les mots « Mac Benac » en jurant de venger l'ordre. Aumont, alors, se serait rendu en Écosse et sur l'île de Mull, il aurait été désigné comme nouveau grand maître de l'ordre du 24 juin 1315. Ce noyau de Templiers serait à l'origine de la constitution de la loge maçonnique Hérédome ou Sainte Maison. Troisièmement, il y a l'affiliation Larménius. Alors cette légende a fut propagée par l'abbé, on va dire, Grégoire, par Sédir et Guyot. Larménius, commandeur de Jérusalem, aurait été désigné par Molay comme futur grand maître. L'ordre serait alors resté dans l'ombre jusqu'en 1808, avec la résurgence officielle orchestrée par Fabré Palapra. Quatrièmement, l'affiliation de Geoffroy de Gonneville. Désigné par Molay comme successeur, il aurait réuni un chapitre en Dalmatie, puis serait parti en Asie centrale où on perd sa trace. Donc il y a une liste quand même des résurgences templières depuis 1314. En 1318, il y a Dante d'Alighieri, qui termine en cette année sa trilogie de la Divine Comédie. L'enfer purgatoire, le paradis. Il fait allusion à plusieurs reprises aux Templiers, à leur martyre et à leur résurgence. Plus tard, on comprendra pourquoi une certaine personne aura écrit Dante alchimiste. Béatrice est entourée dans l'Empyrée d'une assemblée de blancs manteaux. Dante, Guido, Cavalcanti et Pic de la Mirandole auraient fait partie des fidèles d'amour, une confrérie secrète à l'écart des luttes fratricides qui opposent les Guelfes, les partisans du pape, et les Gibelins, partisans de l'empereur, ainsi que la ville de Florence. Du parti guelfe, à l'origine favorable au pape, Dante rejoindra avec les Guelfes blancs le camp des Gibelins et de l'empereur Henri VII. Quand les terribles Guelfes noirs prendront le pouvoir à Florence en 1302, Dante sera condamné à mort. Il quittera sa ville, donc il ne reverra jamais. En 1737, il y a le discours donc, du chevalier Ramsay, le 21 mars précisément. Chevalier Ramsay qui prononce à Paris un discours qui constitue encore la charte officieuse de l'écossisme en France. Ramsay introduisit les croisés dans l'histoire maçonnique. Il serait entré en société pour établir les temples des chrétiens dans la Terre Sainte et se serait engagé par serment à employer leur talent et leurs biens pour amener l'architecture à sa primitive institution. Après avoir ainsi relié la chevalerie et l'architecture, il expliquerait l'usage de signes anciens, des mots symboliques, par la nécessité pour eux de se distinguer des Sarrasins. L'ordre maçonnique donc serait ensuite uni avec les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem,
Ce qui explique pourquoi maintenant les loges étaient dites de Saint-Jean, de la Terre Sainte, l'ordre maçonnique aurait été introduit en Écosse, d'où des grades dits écossais. Cette filiation entre la chevalerie et les Lumières, les croisades, l'Écosse et l'art royal, contribue à détacher l'ordre de ses bases andersoniennes. En 1756, il y a la stricte observance templière, le SOT, en Allemagne. Là, il s'agit de Karl Gotthelf Freyer, le baron, von Hund. Donc, le 1743, le baron de Hund, maçon allemand, aurait été initié à des hauts grades templiers par un dignitaire écossais. Charles-Édouard Stuart, roi d'Écosse, en exil à Paris, sûrement, qui le charge de développer le système templier sur le continent. Cette filiation templière écossaise proviendrait en fait d'une persistance de l'ordre du Temple à travers sa création grâce à Robert Bruce, premier roi d'Écosse, de l'ordre du Chardon, qui accueillait les Templiers français en exil lors de la dissolution du Temple par Philippe le Bel. De retour en Allemagne, le baron de Hund crée en 1756 la stricte observance templière, donc SOT. Ainsi nommée puisqu'il y a une discipline rigoureuse qui y règne et qu'elle se réclame de l'héritage templier. Ce régime, organisation de l'ensemble des grades, se développe largement en Allemagne et en Scandinavie, recrutant parmi les loges d'origine anglaise, qui devaient ainsi rectifier, modifiant leur statut pour permettre aux nouveaux grades templiers, maître écossais de Saint-André, novice, templier, puis grand professe, de faire suite aux 3 grades habituels de la maçonnerie, apprenti, compagnon, maître. Le baron de Brunswick devient grand maître en 1772 pour réorganiser le système qui devenait la proie d'aventuriers mystiques. Le rite prend alors le nom de régime écossais rectifié. En 1761, il y a une apparition à Metz du grade de grand inspecteur, grand élu, chevalier Kadosh, au sein des hauts grades des rues de perfection. Alors il y a ce grade de vengeance, chevalier Kadosh, qui incorpore la légende templière. Plus tard, en 1774-1782, il y a cette apparition du rite écossais rectifié au sein de la maçonnerie. Les origines du RER donc, sont historiquement associées à 4 systèmes. La maçonnerie donc symbolique, dite bleue, avec ses 3 degrés, l'écossiste de l'époque, 18e siècle, les chevaliers maçons et du Cohen de l'univers, avec matérialiste de Pasquali en 1754, la SOT, donc cet ordre germanique importé en France en 1774, et la synthèse en fait en est réalisée par Jean-Baptiste Villermoz. Et donc au travers de ces péripéties historiques, l'ensemble fut adopté au Convent des Gaules à Lyon en 1778 et confirmé celui de Wilhelmsbad en 1782. Il y a donc plusieurs, on va dire, tabliers, hein, puisqu'il y a aussi, bien sûr, il est pratiqué, ce templiarisme est pratiqué aussi dans la grande loge traditionnelle symbolique Opéra, donc la GLTSO, et ainsi que, bien sûr, au Grand Orient et à d'autres endroits. En 1808 et 1863, il y a l'ordre du Temple à Paris. Donc là, il s'agit donc de Bernard Fabré-Palaprat. En 1890, il y a l'ordre catholique de la Rose-Croix, du Temple et du Graal. Là, il s'agit de Péladan, donc Joséphin Péladan. En 1905, donc de 1905 à 1938, il y a l'ordre nouveau du Temple, qui est en Allemagne, c'est Joseph Adolf Lanz, donc fondateur de la revue Ostara, qui inspira par la suite la Nouvelle Droite d'Alain de Benoît, le Grèce, la revue Éléments, le Club de l'Horloge, bien sûr le Matin des Magiciens de Pauwels et Bergier, et ainsi que Nouvelle École, le magazine Nouvelle École et l'idée nominaliste. En 1904, il y a l'ordre du Temple rénové, fait par René Guédon, un autre initié. 1919, l'ordre de Mollet à Kansas City, à Missouri. Là, il s'agit de plusieurs personnes, et Walt Disney en faisait partie. En 1945, l'ordre souverain et militaire du Temple de Jérusalem, à Paris, il s'agit donc de Antonio Campello Pinto de Souza Fontes. Alors, lui, il est détenteur des archives de la branche belge, issue de l'ordre du Temple de Fabré-Palaprat. Et il fonde donc l'OSMTJ, l'ordre souverain et militaire du Temple de Jérusalem. En 1952, il y a une résurgence qui est dans le château des Veilleurs. Le veilleur, c'est une personne dont je ne parlerai pas, enfin je ne donnerai pas le nom pour des raisons de sécurité, on va dire. En 1959, la résurgence prend une autre dimension et plus solaire, on va dire, plus tard. En 1960, Fernando Campello Pinto Pereira succède à son père à la tête de la SMTJ. En juin 1966, l'élection du premier grand maître de ce qu'on a appelé l'OTS, mais là c'était l'OSTS, donc l'ordre souverain du Temple solaire, c'était Jean Soucas. En 1962, donc le souvenir templier, Philippe Ancos, Robert Ambelin, qui est à Boulogne.
En 1963, il s'agit de la nouvelle observance templière à Nice par Alfred Weisen, on le connaît par l'île des Veilleurs. Il y a aussi l'Ordre des Chevaliers du Saint-Temple à Brive, et là il s'agit de Michel Carponnet. En 1970, il y a l'Ordre rénové du Temple, ORT, à Chartres. En novembre 1970, avec l'aval de Ralph M. Lewis de la Morque, Raymond Bernard fonde l'ORT, l'Ordre rénové du Temple. En 1970, il y a l'Ordo Supremus Militaris Templi Hierozolimiati, Porto, en Portugal. Là, il s'agit de De Souza. Alors, il y a une scission au sein de l'OSMTJ, puisque Fernando Coppel Pinto, il crée un autre ordre qui s'appelle l'OSMTH. En 1971, c'est Raymond Bernard qui abandonne la présidence de l'ORT. Il est donc remplacé, sa fonction est remplacée par Julien Origas, qui est grand sénéchal de l'ordre. En 1970, donc, il y a l'ordre de la Ligue des Templiers moderne de Jérusalem. En 1971, Raymond Bernard se retire du conseil d'administration de l'ORT et de toutes ses activités au sein de ce mouvement. En 1972, Julien Origas, alias Humbert de Frankensbourg, devient le grand maître de l'ORT. En octobre 1972, Raymond Bernard démissionne de l'ORT. Tout lien entre l'ORT et la mort qui est définitivement rompu. En 1972, il y a l'église templière, les frères aînés de la Rose-Croix, à Saint-Cyr-sur-Mer par Roger Caro. Toujours en 1972, il y a un autre collège templier, Caluire et Cuire. Donc là, c'est dans le 69. Et c'est Jean Soucas, les frères Jean Soucas et Paul Soucas. Donc le collège templier, il s'inscrit dans le droit fil d'une certaine résurgence. En 1973, il y a l'ordre des veilleurs du Temple, donc le Militia Templi à Montpellier. Là, il s'agit de Metsch, Damnan et Pierre Mazère. En 1973, donc 650 ans après le chapitre de Dalmatie, il faut voir la filiation de Geoffroy de Gonneville, l'ordre du Temple ressurgit à l'aube du IIIe millénaire sous l'impulsion des fidèles d'amour par l'intermédiaire de l'ordre des veilleurs du Temple, l'OVDT, et qu'il s'agit aussi du tiers ordre de la Militia Templi. Pendant 9 ans, l'ordre des veilleurs du Temple a mis en place des structures et son enseignement jusqu'en 1982, où il a apparu au grand jour. Et c'est cette même année où a eu lieu, lors d'un conclave, l'élection du 23e grand maître de l'ordre du Temple. En 1976, il y a le cercle du Temple du Saint-Graal et du Saint-Graal. Et là, il s'agit donc de Jean-Marie Parent, qui fait partie du CTSG, le cercle du Temple et du Saint-Graal. En 1978, il y a l'ordre du Temple cosmique. Et là, il s'agit d'une scission au sein de l'OSTS, puisqu'il y a la création de l'OTC, l'ordre du Temple cosmique. En 1978, il y a la fraternité johannite pour la résurgence templière. Et là, il s'agit de Jean-Marie Parent et Roger Facon, qu'on retrouve un peu dans les histoires de Rennes-la-Château aussi. En décembre 1978, fondation de la FJRT, Fraternité johannite pour la résurgence templière, avec donc Jean-Marie Parent et Roger Facon. Ensuite, il y a un autre ordre qui s'appelle IOTO, l'International Ökumenische Templar Orden. En 1983, sinistre Luc Jaurès est installé par Julien Origas à la fonction du grand maître de l'ORT. Mais il n'aura aucune fonction administrative dans l'ordre. En août 1983, il y a le décès de Julien Origas. En 1984, il y a ce fameux ordre de l'International Chevaleresque Tradition Solaire. Et l'été 1984, c'est la fondation par Luc Jaurès de l'ordre TS, Ordre Tradition Solaire. Et là, c'est la scission avec l'ERT. Fin 1984, l'ordre des Chevaliers du Temple du Christ de Notre-Dame, à Louvancienne. Là, il s'agit de Bernard Delattre. Et le FJRT est rebaptisé en 1984. Il y a aussi l'ordre des Chevaliers du Temple du Christ et de Notre-Dame. En 1988, l'ordre souverain du Temple initiatique à Paris. Raymond Bernard fonde le CIRCES, donc il s'agit du Cercle international des recherches culturelles et spirituelles, puis l'OSTI, ordre souverain du Temple initiatique. En 1988, le grand prieuré du magistral de Suisse, de l'ordre souverain et militaire du Temple de Jérusalem, se rattache en 1988 à l'OSMTH. En 1990, l'ordre international Chevaleresque Tradition Solaire prend le nom de OTS, de Sinistre Mémoire. En 1993, donc l'ORST, l'ordre régulier et souverain du Temple, est propriétaire de la marque Ordre du Temple. Et cet ordre développe un projet d'État, donc l'État souverain du Temple.
En 92, l'Ordre des Veilleurs du Temple se dote d'une structure élargie appelée Ordre du Temple international, donc Militia Templi, pour fédérer les ordres présents dans différents pays, donc en France, en Italie et plusieurs pays. En 93, il y a cette fusion de l'ordre souverain, donc du Temple initiatique, et du CIRCES, donc sous la dénomination OSTI. En 95, il y a la stricte observance templière contemporaine. La SOT donc fut préparée par un cercle d'études dont les membres se réunissent régulièrement depuis 1993. Une première loge en fait fut consacrée, selon les us et coutumes en 1995, par un collège consacrant constitué de maçons émérites, ayant accès aux plus hautes responsabilités maçonniques. Le grand chapitre de la troisième province fut consacré le 11 novembre de cette même année. Ce même jour, donc, le grand prieur de l'ordre devait installer le premier grand maître provincial et ses officiers dans la pure tradition de l'ordre. Donc la SOT contemporaine se divise en deux entités, la Glézo et l'Oiseau, faisant partie du même corps, celui de l'ancienne troisième province de l'ordre. La grande loge écossaise de la stricte observance, le Glézo, se situe plutôt comme une maintenance, on va dire, et ne compte actuellement qu'une vingtaine de justes, des parfaits, des loges de Saint-Jean de Jérusalem, en fonctionnement, donc en cours de création. Elle possède par ailleurs une loge de recherche publiant un cahier annuel et une loge d'instruction travaillant sur les anciens rituels. Si elle tient à rester élitiste pour la qualité de ses travaux, elle est ouverte aux frères comme aux sœurs. Elle s'attache à conformer, on va dire, conforter ses liens avec les principales obédiences françaises et européennes. Elle s'applique aussi à faire valoir ses spécificités, en se maintenant à sa juste place, sans désir de prosélytisme. Donc l'Oiseau, l'ordre illustre de la stricte observance templière, il y a 27 degrés symboliques, chevaleresques et cléricaux. L'ordre illustre de la stricte observance donc, est suffragante et offre aux chercheurs sincères une voie initiatique tout à fait remarquable. En 1999, il y a l'ordre des chevaliers du Temple, prêtre de la Sainte Arche Royale. Là, il s'agit du CTP-SAR. En 2004, il y a le décès de Gérard de Sède, qui, dans la plus grande indifférence des médias, et son parcours est pourtant étonnant, puisque c'est un journaliste qui fut l'un des principaux responsables, on va dire, trotskistes en France avant la Seconde Guerre mondiale, et dans l'immédiate après-guerre. Il est également maçon, journaliste au Canard enchaîné, et puis surtout, il est connu pour les Templiers parmi nous, la race fabuleuse. Et donc, il y a cette particularisme du lien avec Pierre Plantard. Mais on reviendra dessus après. En 2005, il y a le Supremus Ordo Militaris Equitum Teutonicorum, Sommet. Donc. Là, très discrètement, l'information n'a pas été publiée sur aucun site du Vatican, mais Benoît XVI a envoyé début novembre un courrier qui regrette, il s'excuse pour les torts commis par Clément V à l'égard des Templiers. Il accorde le droit à l'organisation Sommet, dirigée par le grand maître Bernd Sventek, de porter à nouveau le nom de Templier et de figurer dans les annuaires officiels comme Ordre international des Templiers avec bénédiction papale. Le Vatican a officiellement désavoué la nouvelle le 19 décembre 2005, assurant que les documents avaient été falsifiés. Alors il y a un ordre templier qui fait objet de polémiques au Vatican. Il y a une accusation du ministère public pour cette falsification du document. Voilà. Donc il y a pas mal de choses liées à ça. Et on va dire que le Vatican ne veut pas trop reconnaître certaines choses. Alors il y a un certain collège templier aussi qui semble regrouper, on va dire, des anciens de la tradition solaire. On va dire qu'il y a un livre qui est sorti sur ce sujet, l'édition d'Hervis, c'est Révélations templières vers le règne du Saint-Esprit. Nous allons aborder maintenant d'autres choses. Il s'agit toujours des ordres néo-templiers. On va parler du château des Veilleurs. Ce château des Veilleurs, donc, qui rallume... Le Veilleur, en fait, c'est un éminent occultiste qui rallume la flamme des croisades, on va dire. Les communications embrassent le petit monde de l'ésotérisme et raniment des moines soldats. Le Veilleur est entouré d'émissaires francs-maçons, notamment de la Grande Loge nationale française, la GNF, convaincue par cette renaissance. Un millier de frères férus de rites templiers quittent la GNF et donnent naissance à une nouvelle obédience, la loge maçonnique Opéra.
les services secrets, y compris le SDCE, l'ancêtre de la DGSE, s'intéressant de près à la Renaissance templière, donc qui sera baptisé plus tard l'Ordre souverain du Temple solaire, l'OSTS, à ne pas confondre avec l'OTS. Alors le terme de moine soldat est approprié puisqu'on a le droit en fait, à une nouvelle croisade anticommuniste d'Alain Dulles. Donc le château des Veilleurs a une crypte. Et à la réunion refondatrice, le BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière, est surreprésenté. Alors cet organisme n'a donc pas d'honorables correspondants et d'initiés. Il joue un relais essentiel dans la politique d'influence française, un peu partout dans le monde, mais surtout dans les anciennes colonies. Des États plus ou moins indépendants commandent à la France des recherches sur tel ou tel produit qui pourrait se trouver dans le sous-sol. Ces commandes sont d'autant plus aisées que la coopération française les finance largement. En fait, les recherches ne sont jamais monopolisées. En cherchant du pétrole ou de l'or, on peut trouver tout un tas de richesses. Mais là, les États commanditaires ne reçoivent souvent qu'à peine 1/5 des résultats. Donc l'adhésion à la GNF contribue à anesthésier leur président. Le reste alimente une banque de données hautement stratégique sur les ressources du sous-sol de la planète. Henri Lair a commencé par créer la Société anonyme des minerais. Donc il y a une centaine d'organisations templières en France avec des effectifs variant de 40 à 1000 membres. La loge NF Opéra donc, a doublé ses effectifs de 2000 membres, est proche des réseaux issus du gaullisme. L'ancien et mystique Ordre de la Rose-Croix, à Morques, initié par le veilleur illuminate Raymond Bernard, est devenu le grand maître des loges rosicruciennes francophones en 1959, à un an après le retour de Gaulle. À en juger par son influence sur un certain nombre de chefs d'État, le titre équivalait à un statut de grand sorcier france-africain. Raymond Bernard a cédé la place à son fils Christian, devenu en 1990 grand maître mondial impérator. Alors l'ordre souverain et militaire du Temple de Jérusalem, l'OSMTJ, est dans la même veine, on va dire, puisque c'est une multinationale de l'ésotérisme créée au début du siècle. Et en 1970, les hommes de Charlie Lascors, proches de Charles Pasqua, du SAC, ont organisé un putsch au sein de l'OSMTJ. Dès lors, les barbouzes du service d'action civique n'auront de cesse qu'ils n'infiltrent les commanderies de l'ordre. L'OSMTJ européenne dépend de l'OSMTJ américaine. Celle-ci aura été infiltrée par la CIA car jugée, a priori, favorable aux thèses de l'armée. Il existe une commanderie militaire française, autant des chevaliers templiers de Jérusalem liés à l'OSMTJ. Donc des moines soldats seraient établis dans les milieux de la défense nationale. L'ordre du Temple solaire, donc, auparavant appelé Godonway, a été fondé en 1983 par Jody Mambrot. Cet ancien grand maître nîmois de la Rose-Croix était en lien avec des membres de la loge P2. Au moins 72 membres de l'OTS étaient rosicruciens. Jouret, donc, est un ancien membre de la GNF Opéra et de l'ORT, fondé par Raymond Bernard. Jouret était lié au service secret belge et sponsorisé par l'OTAN. L'une des plus grosses institutions financières canadiennes, donc la Caisse de retraite Hydro-Québec, a été noyautée par l'OTS, qui n'a pas perdu tous ses relais dans la finance française. Alors, il faut savoir que la doctrine de l'OTS s'inspire directement de celle de la Rose-Croix, avec une méthode spirituelle visant à influencer les grands dirigeants de la planète. Donc l'ordre du Temple solaire était une caricature tragique de ces organisations à tiroirs, qui comportent divers degrés d'initiation, entretiennent autant de caches secrètes. Et le commandant de police Gilbert Ouvenagel, qui a dirigé l'enquête sur le massacre des membres de l'OTS dans le Vercors, laisse entendre qu'il y a dans ce rapport qu'il y a une synthèse que le chef d'orchestre de l'OTS pourrait non pas être Jody Mambrot, mais Raymond Bernard. Ce dernier, n'ayant pas été inculpé, seul a été jugé un chef d'orchestre, Michel Tabachnik, qui était auteur de textes plutôt ésotériques, on va dire, comme les archers, les hautes études solaires, mais qui n'étaient pas vraiment en lien en fait. Et puis finalement, son procès, il a été acquitté au terme d'un procès biseauté. Raymond Bernard fait un lien étonnant entre toutes ces nébuleuses, on va dire. Il est dans tous les organigrammes. Et il se dit membre de la Grande Loge de France, mais surtout appartenu à la GNF Opéra. C'est un membre de la mort depuis plus d'un demi-siècle, où il a été fait commandant de l'OSMTJ en 1963, et il a créé l'ordre martiniste traditionnel et l'ordre renouvelé du Temple, ORT, à laquelle donc il y a ce fameux Julien Origas. Alors ces organisations se plaisent à brouiller les pistes, à changer de nom, à multiplier les cercles intérieurs accessibles aux initiés. Raymond Bernard a initié nombre d'Africains, dont certains sont des chefs d'État. Omar Bongo, Paul Biya sont des rosicruciens notoires. En 1988, Raymond Bernard fonde le Cercle international de recherche culturelle, donc les scientifiques CIRCES,
Et il a admis, c'est vrai, que son disciple Paul Biya a versé 40 millions de francs quand même au CIRCES et lui a alloué à titre de conseiller personnel une indemnité de plusieurs millions. Une bonne partie de cet argent venait des recettes pétrolières du Cameroun, allègrement ponctionnées. Alors c'est Raymond Bernard qu'on appelait aussi, ou qui s'appelait Saar Rosenkreutz, en référence à Christian de Rosenkreutz. Donc c'était un ésotériste, grand maître donc, pour les pays de la langue française, puis les gars suprêmes de la Morgue. Il fonde l'ORT, il sera le grand maître, donc secret dans les années 70, après avoir fréquenté une certaine résurgence. Puis en 88, il fonde l'ordre du Temple initiatique. L'intrication entre la Morgue, donc les sociétés néo-templières, est une composante à part du phénomène français. Alors le veilleur, qui s'est lié d'amitié avec Robert Desnos, s'est engagé dans une quête initiatique, qui est sans doute à l'origine des ordres néo-templiers actuels. C'est l'ordre des pratiques donc ésotériques, dites théurgiques, de tentatives de fusion avec le divin, dans le château des veilleurs, en 1952. Il s'agit donc d'une présence templière, qui l'amène à promouvoir une renaissance de l'ordre templier médiéval. Donc ce château des veilleurs a une réputation d'avoir été un quartier général occulte de l'âme du temple originel, on va dire. Des mystérieux graffitis en donjon intriguent. Bien sûr, les talents médiumniques du veilleur et le cercle de proches qui les réunit fait la rencontre avec Jean Soucas. Donc, dans les années 70, l'ORT, donc fondé par Raymond Bernard, recrute donc tout naturellement dans les rangs de la Morgue. Il devient le premier ordre néo-templier vraiment important. Numériquement parlant, vraiment structuré, tant dans ses aspects, on va dire, matériels, pratiques, que dans ses fondements ésotériques. Il y a donc plusieurs choses. Il y a donc ce Aurigas qui essaime de nombreuses sociétés secondaires, comme l'ordre des veilleurs du Temple. Il y a aussi la fraternité johannique pour la résurgence templière, le cercle du Temple du Saint Graal, l'ordre des chevaliers du Temple du Christ et Notre-Dame. Il y a donc cette prise d'autonomie des mouvements néo-templiers, d'abord avec la maçonnerie, puis avec les Rousse-Croix, qui coïncide avec une prolifération de la littérature néo-templière. Dans les années 80, Aurigas s'est invité à donner des conférences à la fondation Golden Way, à Genève. Alors, Jouret du Montbron intègre l'ORT et décide de faire entrer dans l'ordre, on va dire qu'ils décident de rentrer dans l'ère du Verseau, mais bon, par un transit vers Sirius. Qui comprendra, qui comprendra. Ce n'est pas qu'une affaire de style, en fait. Les manœuvres de sédition provoquent l'alarme et le désarroi des proches d'Aurigas, et lorsque Jouret succède à son tour à Julien Aurigas, l'ORT vit en son sein des querelles fratricides, donne état, justement, cette chevaleresque internationale tradition solaire. Aujourd'hui, l'ORT reste bien vivant, quand même, propose une option néo-templière pacifique et syncrétiste qui répond aux besoins de spiritualité de ses contemporains. Alors maintenant, on va parler de la crypte. Alors il y a plusieurs cryptes. L'opération déclenchée par la publication du livre de Templier Madi, de Prêtre Siadari, puis ses racines dans la crypte. Donc une structure occulte fondée par le veilleur et composée de 24 membres. Il y a eu un virage en 58. Il y a cette fameuse loge Villermoz de 56, fondée par Vincent Planck, haut fonctionnaire d'État. Et au sein de la crypte, il y en a une autre aussi en 82, puis une autre encore en 91. Il y a plusieurs sources, donc une source Vigneron. Ce Vigneron effectuait une enquête discrète en 94, il était policier lié au réseau Pasqua. Vigneron enquêtait sur la crypte version 91, liée à une loge noire basée à Toulon, elle-même liée au grand banditisme, on va dire, mais qui n'a rien à voir avec la crypte originelle de 52. Cette loge de Toulon donc, a été commanditaire de plusieurs méfaits. Mais c'est une tradition qui remonte à l'après-guerre. Les patrons de la DST adoraient se rassembler dans des loges égyptiennes ou écossaises, où ils côtoyaient en fait les banquiers d'affaires, les grands voyous, mais ils étaient animés de la même passion, en fait, l'anticommunisme. Il y avait donc cette loge aussi égyptienne de Toulon, 7-1. 7-1 qui a été créée par le commissaire Blément. Il sévissait lors de la DST à Marseille, avant de prendre sous son aile Gaëtan Zampa. Il passe pour avoir fourni ses amis du FBI et de la mafia, comme quoi il a été le 3e tueur de JFK. Alors il faut savoir que la puissance des égrégores est quand même assez sérieuse, surtout quand elle se nourrit la première fois, on va dire, de morts du Vercors ou d'autres endroits, parce qu'il y a eu plusieurs lieux. On ne peut pas d'ailleurs dire que c'est d'ordre templier véritablement. Ceux qui jouent utilisent ce terme pour
populaire pour attirer, mais il semble qu'une force autrement plus redoutable et illicite soit derrière. Alors cette histoire elle devrait commencer bien avant 1952, car avant de devenir un haut lieu de néo-templarisme, le château des Veilleurs appartenait au père de Marie-Louise de Monspey, plus connu sous le nom de l'agent inconnu. Un dessin du château, daté de 1847, a été publié par Robert Amadou, dans le bulletin martiniste, numéro 3-4, janvier-avril 1984. En 1952, quand Fulcani charge Valentin Bresle d'enquêter sur un aventurier nommé Breder, qui officie dans Beaujolais. Breder est alchimiste souffleur, et au nom d'une structure occulte après la crypte, le fameux Jouret, justement, et de Julien Augas, succède à la tête de l'ERT. Donc le veilleur, la crypte, se réclame de la tradition solaire, mais d'une tradition ancienne. En 2022, la crypte refait surface, à la demande d'une certaine loge varoise. Patricia Daré donc, a reçu de la part de certaines entités astrales des informations contenant une résurgence solaire, on va dire, qui se réclame de l'héritage du veilleur. Elle mentionne donc Michel Darcos, Guy Thieu, mon grand-père, qui figure par ses informateurs initiateurs. Donc, dans les années 52, 58, puis dans les années 80, les patrons de la Morque, l'ORT, l'Opéra, ils invoquaient en fait les fantômes de Jacques de Molay dans ce fameux château. Mais il y avait aussi le maître espion, Constantin Melnik, et des barbouzes de l'époque. On va dire les compagnons de Bâle, Charles Pasqua, Jacques Focard. Et puis un certain Roger Facon a mené une enquête parallèle. Il a longuement été entendu par la DCPJ à l'époque, puis par le juge d'instruction Fontaine, auquel aussi Jean-Luc Chomeil a été employé comme spécialiste du mouvement néo-templier et aussi des archers, les hautes études solaires donc créées par un certain MT. Alors M. Facon, il a gêné quand même une poignée de barbouzes, conseiller ministère de l'Intérieur. La vérité n'est quand même pas sortie du juge d'instruction, du procès de Grenoble, parce que c'était un peu gênant, parce qu'il y avait une certaine loge qui était mêlée à tout cela. La tradition solaire revient sous une autre forme. Il y a plusieurs traditions, en fait. Il y a une certaine loge en Suisse aussi, une autre à Toulon. Donc ces 9 hommes de l'ombre ont procédé à un rituel l'année dernière pour réveiller, on va dire, la tradition solaire du veilleur. Soit 27 ans après le transit Pierre Sirius, c'est un cycle de gestation de 3 fois 9 ans. La synchronicité avec l'apparition la même année, de 2022, donc du livre de Patricia Daré, Nouvelle égérie solaire, est en accord avec la tradition du veilleur. Le veilleur était un homme de l'ombre, par nature, par conviction, il a joué un rôle très important dans la sphère d'activité. Alors c'est vrai que la revue Pégase à l'époque, dans le numéro 1, l'avait appelé le mage d'or de Apocalypse. On était déjà en 72, ils prévoyaient peut-être certaines choses, ou alors ils ont créé un égrégore. Alors le veilleur quand même était un homme de réseau, de contact de plein de milieux. Raymond Bernard de la Morgue, Julien Aurigas, Joe, le tenait en grande estime, le consultait souvent. Il a été le protégé des années 52-58 de Constantin Melnik, le conseiller de Charles Brune et le monsieur service secret de Pompidou. Et on retrouve le veilleur à l'origine de la Grande Loge Nationale Opéra, Vincent Planck, qui est appelé à jouer un rôle dans l'essence qu'on appelle la France-Afrique plus tard. Alors, il y a eu des exercices, des communications templières au château des Veilleurs, auquel mon grand-père Guy Thieu a travaillé avec le veilleur dès 60. Il devenait ainsi le 24e membre de la crypte. Il fit connaître les livres solaires et il donna des cours d'instruction, d'explication de l'œuvre de 1960 à 1962 au 34 rue Godot de Morois à Paris, dans les locaux du Gîte de France. Donc il est initiateur, comme je l'avais dit, auprès de Patricia Daré, dans le Templier Madi, comme guide templier, donc sous le pseudonyme de Michel Darcos. Mon père Christian aussi, Jean de Thieu, du Soleil d'Or Templier, Ozo, a travaillé aussi avec le veilleur au centre Théo, à partir de 80. On peut noter aussi que Mireille d'Arc était souvent aux ateliers de l'époque, était souvent au premier rang même. J'y ai assisté quelques fois, mais j'étais très jeune. Alors, la notion aussi de Villermoz, cette loge de 56 par Vincent Planck, n'est pas innocente. Elle vient de Jean-Baptiste Villermoz, qui était un franc-maçon français, qui jouait un rôle important dans la constitution des systèmes de haut grade maçonnique en son temps. Donc le rite ancien accepté, en France et en Allemagne. Donc la sœur Madame Provençal était propriétaire de ce fameux château. Il y a donc en ce lieu des expériences occultes qui remontent bien avant 1800. Donc ce lieu a un récit légendaire, le dernier grand maître de l'ordre du Temple, Jacques de Molay, aurait reçu dans sa prison son neveu, Guichard de Beaujeu, pour lui demander de dissimuler le trésor des Templiers. Donc il y a pas mal de choses au château des Veilleurs. Et il y a même eu l'association Croisade,
c'est un nom approprié, dirigé par Guy Chagot, qui travaille à la restauration aussi du château dans les années 70. En 62, c'est Robert Charroux qui publie donc Trésor du monde et qui pour la première fois parle de ce château. C'est le premier aussi à avoir parlé de Rennes-le-Château. Donc en 52, le veilleur entreprend des communications pour réveiller l'ordre du Temple. En 53, il y a donc compagnon d'Armand Barbeau, donc c'est l'auteur bien sûr du millième matin, lors du millième matin. Il y a un code donc, qui est entrepris avec des bases de coups puissants et on entend certains bruits dans l'assistance entre minuit et 2 heures du matin. Voilà, ce sont des acteurs majeurs envers le groupe des veilleurs. Alors il y a plusieurs personnes, il y avait tout un groupe. Il y avait M. Michon, propriétaire d'une chapelle templière, Maxime de Roquemaure, grand maître de l'occultisme, le cinéaste Claude Cariven, l'alchimiste donc Armand Barbeau, les pharmaciens M. et Mme Roux, qui financeront le premier livre solaire du Veilleur en 1959, et donc créent une édition Histoire et Tradition. Il y a la Société d'études philosophiques solaires. Il y a M. Champion, aussi un industriel parisien. Edmond Sadoul, écrivain et philosophe aussi, auteur du traité de la philosophie luciférienne. Ainsi que René-Paul Guillot, auteur d'un ouvrage sur Philippe de Lyon. Mais on va dire que c'est surtout grâce à Marcel Verdebago, surnommé Vieux Cap, donc qui se met en exergue. Et là, le veilleur reconnaît que Marcel Verdebago est un acteur très important, puisqu'il va devenir, on va dire, il y aura des communications donc en lien, et il devient son médium personnel. Marcel représente alchimiquement le mercure, le veilleur le sel, qui a l'ouverture avec les plans. Alors en 1953, il va se faire une rencontre importante entre Maxime de Roquemaure, qui est un érudit, qui a participé donc, à une campagne de fouilles archéologiques au Maroc en 1908. Il y a donc cette transmission, on va dire, néo-templière, et ils vont former, on va dire, le premier grand triangle magistral des communications en 1953. Roquemaure donc, sera le soufre alchimique, il a toutes les connaissances ésotériques de toutes les traditions, on va dire, qui est présenté dans le premier texte solaire. Les indications qui sont contenues dans le livre sont celles des archimèdes de la crypte. Alors la crypte, qu'est-ce que c'est? C'est aussi un groupe et c'est aussi, on va dire, un rituel. C'est on va dire, un jet purificateur solaire issu du sein de l'unité qui se dirige vers notre soleil et depuis celui-ci sur notre terre où il passe dans ce lieu où nous sommes. Dans ce jet purificateur, nous traverse, il est lumineux et blanc, il ressort vers nous comme très noir, brille, puis enfin, après nous, comme avant nous, extrêmement lumineux et clair, nous sommes purifiés par ce jet. Et nous pouvons en fait opérer dans des voies qui nous sont offertes. Ce lien donc purificateur nous a lavé, redescend au sein de la terre, purifie ce qui est sorti de nous et nous ramène au sein de l'unité. Il y a ensuite des appels en fait avec l'esprit des éléments, les salamandres, les gnomes, les sylphes, l'appel à la Vierge aussi qui est le commencement de l'ordre, la conjuration des quatre et l'appel de Salomon. Quand l'ensemble de tout ce rituel est énoncé par l'opérant, à ce moment-là, il y a une ouverture des plans qui se fait. Et là, le contact avec les archimèdes qui sont évoqués dans les fleurs se font. Les archimèdes, donc il y a Apollonius de Tyane, évoqué par Eliphas Lévi, Thomas, donc, qui est le garde personnel et le guide, on va dire, du veilleur. Il y a Roger Bacon, saint Thomas d'Aquin, Raymond Lull, saint Bernard de Clairvaux, saint Renaud, Don Carlos Mas Iranda, de la tradition templière dite caverne espagnole, Jacques Molay, à ne pas confondre avec Jacques de Molay, et enfin Maître Philippe de Lyon. Donc il s'agit donc de communications théurgiques qui ont une importance considérable sur l'avenir de l'Europe, de la France et du monde. Ce n'est pas qu'une mince affaire. Alors les communications ont été arrêtées en 1965. Les archimètres ont dit revenez quand vous serez adulte, donc dans 30 ans. Et on dit ça en 24 membres. Sauf que les 24 membres, non, nous sont décédés. Ceux qui ont recréé des ordres à la suite du veilleur, d'après certaines personnes, n'étaient plus en contact avec les archimètres. Alors, il y a quand même eu des phénomènes lumineux autour du château des veilleurs, il y a eu pas mal de choses et qui ont été vues, même des sortes de phénomènes ovnis. Il y a aussi donc plusieurs personnes qui se sont rencontrées autour
du veilleur, puisqu'il y a l'alchimiste Eugène Cancelier, Gérard Couette, propriétaire de la compagnie templière de Montfort-sur-Argent, auquel justement Jimmy Dieu a écrit un livre, L'Ordre Vert, plus tard, mon grand-père Guithieu aussi, qui était avec ces personnes-là. Et on voit que dans les communications, il y a eu un S barré. Ce S qu'on retrouve à plusieurs endroits, qui forme un phénomène lumineux, une flèche qui traverse le S comme un trait qui figure sur le blason des veilleurs. Alors, il y a eu plusieurs choses suite à tout cela. C'est que le veilleur, après, par la suite, il s'est, va dire, désolarisé de tout le monde néo-templier. À la suite de la fin des communications, on va dire, en 1965, il s'est retiré à Neuilly, il opère seul donc, dans sa crypte souterraine, dans l'appartement qu'il avait, et il continuait à faire de l'alchimie opérative. Et il obtient par distillation fractionnée du liquide qui va l'aider pendant 14 ans, on va dire, à soigner son cancer de la vessie. Et il fonde ensuite le petit groupe Théo. Il meurt en 1996. Et Maxime de Roquemaure, ceux autour de lui, ont demandé à plusieurs reprises aux 11 Templiers désincarnés s'ils étaient tous d'accord pour que le veilleur reçoive les messages et soit l'intercesseur. Et ces 11 Templiers ont répondu par l'affirmative à chaque fois. Alors malgré une grande incompréhension de l'œuvre du veilleur au sein du milieu maçonnique, il put quand même faire un exposé de son travail à la Grande Loge de France, dans la chapelle et le grand temple de Franklin Roosevelt, devant 400 personnes, organisé par la tradition écossaise grâce à Pierre de Pierre. Il y a une revue aussi, plus tard, commandée par Gérard Ancos, La Voie solaire, qui traite des sujets ésotériques, de manière, on va dire, à attirer des candidats dans la structure du veilleur. En 60, donc, mon grand-père Guithieu, donc, qui revient d'une mission en géophysique d'Autriche, reçoit un livre dans des circonstances donc, très particulières, puisque personne ne sait qu'il est à cet hôtel, et il revient d'une mission, on va dire, d'Autriche. Et dans sa chambre d'hôtel d'Atomobourg, on lui présente un livre, que j'appellerais le livre solaire. On lui convie de rencontrer l'auteur, de s'adresser au Cercle républicain, 5 années de l'opéra à Paris. Il y rencontre alors Vincent Planck, qui se trouve être l'ancien grand maître de l'opéra, qui l'envoie aller voir Pierre de Ribeaucourt. Alors le père d'Édouard, qui se trouve à Port-Royal, et à peine arrivé, on lui dit qu'on l'attendait, qu'il serait donc le 24e membre de la crypte. Et c'est le dernier donc membre vivant actuellement de cette époque. En février 1973, il y a un livre qui s'appelle Le Tort du Temps, où la médium Gabrielle Carmy, le 11 décembre 1966, a des visions d'un coffre et une lumière bleue électrique immatérielle au-dessus du château des veilleurs. Donc cette lumière, en fait, forme 2 dessins, l'espace environ 1,50 m, chacun d'eux comportant un S, séparés par un intervalle se trouvant dans la tour isolée. Donc dans ce coffre, il y avait des parchemins très importants liés aux Templiers. Mes parents ont fait partie de cette maçonnerie, moi petit aussi, de la maçonnerie du Saint Graal. Mon grand-père Guithieu n'était qu'un hôte. Et ce livre, en fait, il donnera ce livre a donné le souffle d'inspiration, on va dire, par une synchronicité particulière à Patricia Daré, justement, pour son livre Le Templier m'a dit. À la même époque, en 1974, le magazine Charivari, dirigé par Noël et Claude Jacquemart, il publie des articles et des interviews du veilleur, et Gabrielle Carmy aussi, réalisé par Jean-Luc Chaumeil, qui est rédacteur en chef de la revue Pégase, en 1973. En 1974, il y a aussi une sorte de phénomène ovni qui est apparu aussi près du château. Alors, malheureusement, en ce lieu, le veilleur le disait déjà en son temps, 72, bien qu'en 52, il y ait moins d'avions. Maintenant, ça perturbe le magnétisme, il ne se passe plus rien. Enfin, Boritainas serait venu voir, il aurait fait une ouverture de plan. Mais ça brouille quand même, les avions brouillent le subtil des éléments. Certaines expériences ont même dû être interrompues, car dans l'astral se produisait une déchirure. Eugène Cancelier a dit la même chose, puisqu'il s'agissait d'émissions d'ondes artificielles, en fait, extérieures, qui rendaient donc l'atmosphère très difficile dans la réalisation du grand œuvre. L'aimantation des plans consiste quand même à saturer le lieu avec un magnétisme qui est, on va dire, descendu à une condition particulière de cabale, de concentration, consistant à tirer du lieu son énergie,
mais avec des éléments extérieurs néfastes ou négatifs, c'est très difficile. Il y a Daniel Robin aussi qui a écrit un livre sur l'Inde inconnue des choses, qui traite aussi de l'affaire. Mais on va dire que le vrai trésor templier et veilleur, c'est le contact avec le plan directeur, une réalité du monde des entités spirituelles vivantes qui sont en accord avec le plan directeur. C'est-à-dire, on va dire, l'évolution de l'âme de conscience qui concerne en fait toute l'humanité. Alors il faut savoir que les enseignements, on va dire, des entités ou archimètres, des veilleurs, se poursuivent en fait pendant plusieurs années. Et puis il y a les grands noms de la maçonnerie, du martinisme, de l'auto, de la magie traditionnelle qui se pressent autour de lui. Il y a Ambelin, donc Planck, Ribeaucourt, plein de personnes se situent autour de cela. Mais une personne qui s'appelle Pierre Plantard, aurait-il fréquenté ce milieu? Finalement plus proche de ses idées que celle du Grand Orient, où il a eu un parcours d'étoiles filantes. Il y a donc cette fameuse application de la loge Villermoz en 1956. Alors elle a été dirigée justement par des acteurs et des réunions qui se tenaient justement au Château des Veilleurs. Et Pierre Plantard, comme Robert Ambelin, n'appréciait guère en fait les expériences du veilleur. L'ordre, on va dire, néo-templier créé par le veilleur a favorisé la création d'une structure parallèle, dont cette loge maçonnique, la loge Villermoz, qui apparaît en 1956, donc dirigée par Vincent Planck, haut fonctionnaire des tendances gaullistes, mais également important maçon. Alors cette loge était donc, de par ses fondateurs, liée à cette résurgence, à ce que certains membres ou visiteurs de la loge peut-être ignoraient. Il y a un fond de roulement qui se crée, qui rassemble une documentation voilà, sur les implantations templières en France, qui fait appel à des personnalités au fait. Alors grâce à la trésorerie constituée, ils acquièrent des bains fonciers dont les lieux justement avaient été occupés par les courriers de l'ordre du Temple. C'est comme ça qu'ils ont été amenés à découvrir Rennes-le-Château. En fait, le rapport Cross de Rennes-le-Château, ce serait une éloge subliminale du néo-templarisme. Alors là, c'est en ça où je rejoins justement une des théories de Gino Sandri, ici présent. Dans un premier temps, l'affaire de Rennes-le-Château a pu être fomentée par ce milieu lyonnais. Pierre Plantard a été attaqué par ces milieux. Il a repris les mêmes codes pour faire des éléments identiques. Donc contre-attaquant en fait à sa façon en créant une nasse. Alors le milieu lyonnais aurait fait une mise en scène, peut-être de façon à ce que les chercheurs du trésor ils soient attirés par le site dont l'agencement est écrit dans le rapport Cross. Pierre Plantard donc aurait créé une nasse, un égrégore dans le triangle audois, qui s'alimentait d'elle-même. Et on sait aussi que, capable aussi de répondre, on va dire, aux attaques lyonnaises et de Genève. On sait aussi que la Société du Brouillard, ou Société Angélique de Lyon, a été impliquée dans l'affaire de Rennes-le-Château à une époque. Il y a plusieurs choses aussi. On parle des Annes inversées à Rennes-le-Château, on parle du miroir. Et on peut constater que le château des Veilleurs, il y a un château un peu en miroir, où Soucas avait été justement propriétaire, un château de Soux, à Laquenas, où il y a une pattern identique. Peut-être c'était un moyen de détourner l'attention de ce château des Veilleurs et de faire aussi des opérations à Soux, justement, de manière à ce que, eh bien, on puisse protéger, on va dire, l'œuvre. Alors, le veilleur, ou je l'appellerais l'ermite, travaillant dans la tour renversée, fut probablement un des grands métaphysiciens, des plus grands métaphysiciens, on va dire, de notre temps. Il travaille intensément la métaphysique, se consacre vraiment à la queste. Après ces grandes manifestations occultes de 52, il passera 7 années à travailler la métaphysique et la théurgie. Il écrit sur l'alchimie de Dante en 57, le livre solaire plus tard, et puis de 68 à 75, il œuvre en solitaire, loin de toute organisation néo-templière, donnant des conférences sur des sujets concernant l'alchimie, la géométrie causale, la théurgie. Et donc c'est durant cette période de 7 années qu'il publiera une œuvre majeure, sur la fin du cycle de l'alpha, en 1974. Il crée un centre sur le travail, et le Nomos, la loi, puis de 1978 à 1991, le veilleur dispensera des enseignements de ses ouvrages.
En 1994, il travaille sur les clés opératives, qui achèveront son œuvre et dans lesquelles les familiers de la pensée des Veilleurs retrouveront, sous une forme, on va dire, très syncrétique, la quintessence de la pensée ésotérique. Alors le Veilleur a poursuivi 57 conférences, de nombreux cercles ésotériques et initiatiques auxquels il n'adhérait pas forcément, en étant fidèle à son indépendance qu'il revendiquait hautement, mais dans lesquels aussi il exerçait une sorte de magistère spirituel, qui lui conférait donc sa très longue expérience de l'homme de science. Il a travaillé aussi sur une trilogie opérative puisée au sang de Baphomet, mais le culte magie des Templiers en 70, d'où son surnom de mage noir parfois, par justement Pégase. Mais on a mal compris en fait son travail, puisque l'auteur en fait propose un très original chapitre intitulé Le Grand Œuvre, où il décline en fait la présentation du cadenas de l'alchimie traditionnelle sous forme d'une pièce de théâtre initiatique qui met en scène des personnages comme Tubal-Cain, Iseut, ou bien encore un troubadour qui s'adresse à la salle. Il y a également un traité sur les forces occultes que nous pourrions qualifier de traité d'horticulture, sacré. Il y a un viatique aussi résumant notre situation dans l'univers. Il y a l'arbre de Thoth, le tarot des grands peintres, un traité qui livre la signification métaphorique des 22 lames du tarot fondamental. Alors on note aussi que dans le schéma dit de la route christique, dans Théo, il évoque la remontée de la matière vers l'esprit à travers la symbolique des 22 lames du tarot. Une remontée qui commence, on va dire, dans les distillés avec la lame numéro 1 du battleur, je risque, et s'achève dans la rubrification à la lame numéro 22 du mat, j'ai et je suis. Signalons aussi que la philosophie du Veilleur est un traité d'écologie spiritualiste et en fait, malgré tout l'intérêt de ces différents ouvrages, on va insister quand même pour dire que l'œuvre majeure, c'est Théo, justement. Alors, il a quitté ce plan d'incarnation en 1996, il a rejoint l'Orient éternel, mais il a laissé, on va dire, une œuvre magistrale qui comptera dans l'histoire de la spiritualité. Donc tous les travaux théologiques qu'il a fait, en fait, ont quand même fait pour aimanter les lieux. Donc c'est surtout, en fait, tous les liens qu'il y a eu, on va dire, par ses invocations, furent pour lui quelque chose de majeur. Il décrira « Le printemps de l'année 52 fut pour moi le grand carrefour, et tout y concourut. Et désormais, il ne saurait être question, en ce qui me concerne, de suivre dans la vie un chemin étranger à celui dont j'ai réalisé alors l'existence des plus tangiblement. » Le Veilleur donc écrit sur l'alchimie de Dante. Il émettra des réserves par rapport au premier livre solaire, puisqu'il contenait des imprécisions, des fois ses amis lui donnaient des injonctions, et en fait c'était pas spécialement les injonctions des archimètres. Il n'empêche qu'on retrouve en germe dans ce livre tous les grands thèmes métaphysiques qu'il développera au cours de sa vie. Donc le Veilleur présente l'arcane de la Vierge, l'enfer et le paradis. Il traite de la loi de Seth, la coquille du pèlerin, l'arcane des véhiculations. Des questions liées à la réincarnation et une étude très poussée, on va dire, dans la descente de l'esprit dans la matière, à travers 4 éléments. C'est son œuvre maîtresse, on va dire. Le parachèvement, on va dire, de 22 années de travail. Alors, bien sûr, Théo peut paraître comme un ouvrage de métaphysique pure, mais il convient de souligner que ce livre propose également aux chercheurs de vérité un certain nombre de réponses opératives aux questionnements qui sont amenés à se poser au cours de la quête, puisqu'il est composé de 3 chapitres. Dans la voie, il est question de déblayer la route, d'éviter les pièges du sentier afin d'accéder à l'arcane. Cet arcane est un chapitre particulièrement important où chaque mot est pesé, dans lequel le Veilleur délivre des propositions de travail pour aborder la question de l'origine, la première, la seconde création, les architectures, donc cette présentation des épanouissements géométriques de l'univers causal, le royal secret, le mécanisme de l'apparition des mondes, le temps de notre terre, les ténèbres créées et incréées, enfin l'apparition des mondes, le temps de notre terre, les ténèbres créées et incréées, il y a les clés qui lui permettent d'accéder à la pleine lumière, à la vérité du trait métaphysique. Donc là, il s'agit de l'expression du vouloir divin.
ainsi qu'à une authentique compréhension des architectures naturelles et de leur correspondance projetée. Donc s'il travaille on peut dire que pour devenir, il faut parfois cesser d'être les autres, il faut être soi aussi. Donc Théo donne des clés initiatiques. À qui travaille suffisamment pour les prendre, en fait, ça permettra d'accueillir, on va dire, en pleine lumière une révélation à laquelle l'humanité peut être confrontée peut-être bientôt. Ça insiste donc tout particulièrement sur la place centrale qu'occupe notre mère la Terre, notre vie physique, mais aussi dans l'économie de notre salut. Donc le veilleur situe le concept de liberté au sein de celui plus vaste de la loi cosmique, expression de la confirmation, de la numération de son œuvre, puis le créateur de toute chose. Un second chapitre, intitulé « Puissance des nombres sur la matière », traite de la rose numérique, qui est l'armature de la constitution ésotérique de notre monde, qui dispose donc au sein de celui-ci toutes les correspondances avec sa constitution exotérique. Les nombres sont des charnières, on va dire, entre le monde céleste et celui de la manifestation. Ils expriment de manière tangible le vouloir divin. Donc il y a le vouloir du trait. À travers les 9 mers, nous entendons là par 9 mers, en fait, les chiffres de 1 à 9. Le nombre découle du trait, comme Ève dans le mythe provient d'Adam. Ainsi le nombre confirme l'endroit désigné. Il se veut donc l'achèvement occulte d'un espace qualifié. Une véritable donc, signature magique à ressentir autour donc, de chiffrages conventionnels. Et le nombre affirmait la loi entre le trait ou esprit de la forme ou de la matière. Le nombre dès lors devient ici le verrou du trait. Donc c'est une âme vibrante qu'il faut savoir rituellement émouvoir pour hériter de ses bienfaits. Alors l'univers opératif des initiés, l'Arche d'Alliance, l'étape de la loi, les nombres ne sont pas eux-mêmes de nature définie, on va dire indéfinis pour l'adepte, mais ils restent pour le profane des mathématiques. Mais situés dans la frange, on va dire, existentielle de l'essence, c'est-à-dire dans le plan visualisable, des signatures naturelles ou du chiffre des choses, les nombres représentent une charnière astrale, indispensable à la continuité du vivant entre l'abstrait et le concret. Donc l'auteur expose en fait la plénitude du 9, dont découle la majesté du 36. Alors nous aborderons précisément justement ces plénitudes du 9 dans des développements en fait personnels, puisqu'ils sont consacrés, on va dire, à la descente de l'esprit dans la matière, suivi, on va dire, d'une remontée vers cette matière, vers la source originelle. Les clés opératives rappellent que la métaphysique du trait, puis la rose numérique, il fallait en fait terminer la recherche sur le plan causal en se retirant du jeu. On peut constater aussi que dans ce jeu du veilleur, de la prière au Seigneur de la Flamme, le veilleur en fait se présente ainsi. Voici ma prière, après laquelle il conviendra d'attendre 2 ou 3 minutes dans un silence propice, puis tu pourras enchaîner sur tes demandes plus particulières, adressées aux esprits de ton choix. Alors l'œuvre du veilleur est quand même extrêmement riche. C'est très difficile ou voire impossible de la présenter exhaustivement dans un travail qui se veut synthétique, qui s'adresse à des personnes qui ne sont pas familières à ces professions de travail. Il faut avoir une certaine initiation pour comprendre. Elle s'appuie sur le fond de la tradition primordiale, emprunte au langage, aux références et aux horizons variés, comme la maçonnerie, l'alchimie, la géométrie sacrée, la spiritualité du temple, pour pouvoir en fait se déplacer aisément à l'intérieur de l'œuvre du veilleur. C'est indispensable de bien connaître les symboles du soufre, du mercure, le concept en fait d'androgyna primordial, d'être au moins à minima sensible à la géométrie, aux mathématiques, pour éviter, alors tout contresens, ce n'est pas les mêmes mathématiques, il n'était pas mathématicien bien sûr, mais il y a aussi les supplé mathematics, là c'est l'alpha et l'oméga, le Y to the Z, certains comprendront. Mais l'auteur a truffé, on va dire, son œuvre d'allusions bibliques, littéraires, poétiques. Il y a une sensibilité, on va dire, dans ces domaines qui sera un plus. L'œuvre du veilleur s'inscrit dans l'ésotérisme chrétien,
sa métaphysique est fondamentalement christique, puisque est évoqué l'Apocalypse de Saint Jean. C'est un texte qu'il prisait tout particulièrement. Le message aussi des Esséniens est contenu dans le dernier livre du Nouveau Testament, valant pour nous un avertissement, on va dire. Sous la fable, en fait, l'apôtre inspiré dévoile d'abord sa connaissance du trait, ses clés numériques, et il indique dans son texte la route à suivre. Donc c'est comme un chant qui, avec subtilité, qui chante cette subtilité, le secret de la rose. Donc sa parole est donc un encouragement puisé à la géométrie. Ces 22 chants, en fait, composent l'œuvre, le testament du métaphysicien que fut Saint Jean. Et par ailleurs, à l'instar des grands maîtres du sentier, l'auteur opère de fréquentes incursions dans la Kabbale, l'hindouisme, l'islam. Il justifiait ses emprunts à diverses écoles d'apparence très différentes par ce propos. Mêler des symboles d'écoles différentes est une entorse aux yeux de l'érudition cloisonnée. Mais ce rapprochement devient une obligation philosophique. Quand on s'aperçoit que sous le masque, tous les peuples, tous les temps, toutes les religions et civilisations ont finalement chanté la même chose. Alors les propositions du travail de Weyer sont exigeantes. Il se caractérise notamment par la recherche du mot juste, et le refus de la vulgarisation. Il s'adresse donc aux cheminants qui travaillent quotidiennement, s'astreignent à une ascèse. Et ce qu'il conviendrait d'entendre par le terme ascèse, il appelle à la dépasser, on va dire, dépasser la lettre de ce mot. Alors mieux vaut détenir la matière tout en la mettant au service de l'esprit, dans l'observance d'un total non nobis, adulte, plutôt que de l'ignorer superbement pour se dire pauvreté. Et au lieu de ô vanité inconsciente, de finalement obéir sans chercher à comprendre. Le Weyer donc invite à oser humblement réfléchir sur la loi d'équilibre dictée par la sagesse. Ces trois vœux traditionnels qui sont la chasteté, l'obéissance, la pauvreté, qui constituent le ternaire fondamental de l'offrande, mais sont aussi une citadelle aux étranges griseries, un repère de chimères, quand cette citadelle n'est pas enlevée de main de maître. Une ascèse immature peut créer des monstres durcis, des âmes déroutées, attendant vainement quelques signes. Donc il y a des vœux, en fait, il y a une éthique gouvernée par Janus, au terme de laquelle se pose la question du choix de spiritualiser la matière. C'est la recherche sacerdotale, on va dire d'incarner l'esprit, la recherche adeptale. Alors le Weyer conclut sur cette question en écrivant la véritable ascèse consiste donc à vivre sainement, être simplement soi, cultiver l'altruisme, la pureté, l'humilité, le désintéressement, et finalement rejoint le templiarisme, puisque la chasteté, l'obéissance et la pauvreté ont fourni depuis des siècles certaines choses. Alors la lecture des textes ésotériques en général se fait normalement, mais elle se reprend à voix haute, lentement, entrecoupée de méditation. Mais on va dire que les textes de Théo, pour en comprendre le sens profond, il faut le lire d'une façon littérale, on va dire. Donc il y a quand même plusieurs choses assez complexes que je ne pourrais aborder ici, puisque c'est, on va dire, il y a un travail initiatique et interne, donc on ne pourra pas tout dévoiler. Il y a l'ergone et le pérergone. Il y a plusieurs choses à développer. Sur on va dire une conclusion, on va dire que l'œuvre du Weyer et des néo-templiers s'est forgée depuis très longtemps, depuis des siècles. Et puis, c'est pas une œuvre à dire pour les dilettantes. C'est sûr qu'il y aura un certain nombre d'appelés, peu d'élus. Puis il a fallu 22 ans, tels les 22 lames du tarot de Thoth, après le passage à l'Orient éternel du Weyer,
car la voix, qui est la voix, mais qui n'est pas la voix, mais qui est la voix. On peut dire que actuellement, il y a une certaine résurgence qui revient, mais il faut prendre certains gants pour faire attention à ne pas aller dans certains travers. Il faut avoir une rectitude, on va dire, puisque la résurgence peut-être attend. En ce qui concerne certaines choses, justement, liées à tout cela, il convient de garder une prudence et de rester sage sur la quête, la queste. Voilà, merci. J'ai fini ma conférence. Merci Mike. Y a-t-il des questions? Je me pose encore la question, quelle était l'étincelle première du veilleur? C'est-à-dire qu'est-ce qui lui a permis finalement de se mettre à l'ouvrage, de se dire, bah tiens, j'ai quelque chose à raconter, enfin j'ai quelque chose à faire connaître. Qu'est-ce qui au départ est vraiment l'a motivé? Sa motivation a peut-être été plusieurs choses, notamment certains contacts. Déjà, il a été amené au Château des Veilleurs d'une façon particulière, par un heureux hasard, on va dire. Il s'est perdu en voiture, et puis il est tombé dans une maison abandonnée, et puis il a trouvé une sorte de livre qui s'appelait Le Phare de Marseille, c'était un journal en fait, et qui lui donne, on va dire, l'injonction presque de partir à ce château. Mais quelle est sa quête personnelle? On va dire qu'il était presque guidé. Il semblerait qu'il était guidé par certaines forces, ou alors peut-être certains services aussi l'ont amené vers un certain château. Puisqu'on peut aussi l'envisager. C'est une réponse de Gascon, mais bien sûr, Gino. Oui, merci. Oui, c'était juste une précision. Vous avez cité un livre publié chez Derby, et j'ai oublié le titre. Ah oui, alors je l'ai dans mes notes. Mais je vais le retrouver, oui. C'est vrai que c'était un peu particulier que Mike Aldébaran, depuis quelques jours, a fait un exercice d'équilibriste pour encore, comme souvent et comme toujours, honorer son contrat par rapport à nous et par rapport à vous. Si on a la possibilité de communiquer, nous le ferons, mais on ne peut pas s'y engager à l'heure actuelle. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Oui.